J'ai grandi dans une banlieue de Portland où les pelouses étaient tondues court et où les pères mesuraient leur valeur aux fils qui perpétueraient leur nom. Mon père, Nathaniel Ward, correspondait parfaitement à ce moule. Il était directeur de banque, parlait peu mais exigeait l'obéissance. Ma mère, Marjorie, restait à la maison et adoucissait sa rudesse par de discrets sourires. Elle se disputait rarement, ne le contestait jamais, et vivait comme si son unique but était d'assurer la bonne marche du foyer. Mes 2 frères aînés semblaient s'épanouir sous son regard. Thomas, déjà adolescent quand j'étais petite, récoltait des applaudissements pour ses notes et ses rôles de leader. Andrew, plus proche de moi en âge, recevait des trophées et des encouragements infinis pour ses matchs sur le terrain de football. Leurs victoires étaient célébrées à table avec des rires et des louanges. Mes victoires, comme des bulletins impeccables ou des rubans de foire scientifique, n'étaient saluées que d'un hochement de tête avant que la conversation ne revienne aux garçons. J'ai essayé de les égaler. J'étudiais plus dur, je courais plus vite, j'ai même supplié pour avoir des camions miniatures au lieu de poupées, pensant que mon père finirait peut-être par le remarquer. Mais son approbation n'est jamais venue. La réponse de ma mère fut de m'apprendre à cuisiner, à plier le linge d'une certaine manière, à tenir une maison en ordre. Ce sont des compétences qui te rendront précieuse un jour, me disait-elle. Précieuse pour quelqu'un d'autre. Quand ma mère est de nouveau tombée enceinte, mon père a déclaré avec certitude que le bébé serait un garçon. Il a peint la chambre d'enfant en bleu avant même qu'on ne voie son ventre. Et quand Daniel est né, il a considéré cela comme une preuve du destin. Il a posé pour des photos, distribué des cigares et l'a appelé l'avenir de la famille. J'avais 10 ans, assez grande pour comprendre que j'étais devenue superflue. Le matin où ils me l'ont annoncé, le ciel au-dessus de Portland était gris et humide, le genre de temps qui signifiait habituellement chocolat chaud et couverture. Au lieu de cela, mon père s'est raclé la gorge au petit déjeuner et a annoncé que j'allais bientôt vivre dans une meilleure famille. Il parlait comme s'il finalisait un transfert à la banque, et non comme s'il se débarrassait de sa fille. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux baissés sur son assiette, ses doigts tordant l'ourlet de son tablier. Au début, j'ai cru que c'était une punition, que peut-être, si je m'excusais de ne pas être assez, d'être trop bruyante, trop silencieuse, trop fille, ils changeraient d'avis. Mais leur calme ne laissait aucune place à la négociation. Mon père m'a donné jusqu'à l'après-midi pour faire mes affaires. Une seule valise, a-t-il dit. Seulement l'essentiel. J'ai marché jusqu'à ma chambre, hébétée, fixant les murs rose pâle qui ne m'avaient jamais semblé vraiment appartenir. J'ai ouvert le placard et contemplé les rangées de robes, de pulls d'école, de vêtements donnés par des cousines. Qu'est-ce qui était essentiel ? J'ai plié 2 tenues de rechange, glissé les livres de poche que j'avais lus jusqu'à ce que leur dos se brise, et calé mon lapin en peluche usé dans un coin. Par-dessus, j'ai placé une photo encadrée de Noël, la dernière avant la naissance de Daniel. Dessus, nous ressemblions presque à une famille, et je voulais une preuve qu'un jour, j'avais eu ma place. Cet après-midi-là, ils m'ont conduite en ville et se sont garés devant un bâtiment trapu en briques avec une enseigne délavée, service à la famille. La femme qui nous a accueillis tenait un porte-bloc et arborait un sourire fatigué. Mon père a rempli les formulaires vivement, a tendu la valise et lui a serré la main comme s'il concluait une affaire. Ma mère m'a serré dans ses bras une fois, légèrement, en me chuchotant que je comprendrais quand je serais plus grande. Puis ils sont partis sans se retourner. Cette nuit-là, dans le foyer d'accueil, j'étais allongée sur un lit de camp étroit qui sentait l'eau de Javel, serrant la photo contre ma poitrine. Je me suis fait une promesse dans le silence, je ne supplierai plus jamais personne de m'aimer, et je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris ce que je valais. Le foyer d'accueil n'était que le début. En quelques semaines, j'ai été placée dans ma première famille d'accueil, une maison surpeuplée dans l'est de Portland, où 6 autres enfants se partageaient déjà trop peu d'espace. Les plus grands harcelaient les plus jeunes, et les parents d'accueil agissaient plus comme des gardiens que comme des protecteurs. Les repas étaient rapides et bruyants. Les lits étaient entassés dans des chambres au papier peint qui s'écaillaient. J'ai appris à faire profil bas, à rester silencieuse et à me fondre dans le décor pour que personne ne puisse me prendre pour cible. Lorsque ce placement s'est effondré sous son propre poids, j'ai été envoyée chez un couple sans enfant d'une 40aine d'années qui,
au début, me parlait doucement, m'appelait « ma chérie » et m'achetait de nouvelles chaussures. Pendant quelques semaines, j'ai cru que c'était peut-être ça, le sentiment d'avoir une famille. Des dîners chaleureux, des questions sur l'école, une douceur dans l'air. Mais au bout du 2e mois, leur patience s'était rodée. Ils voulaient un enfant plus jeune, quelqu'un d'assez malléable pour le façonner en l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu. À 10 ans, j'étais déjà trop indépendante, trop marquée par les cicatrices. Et un matin, j'ai de nouveau été emballée comme un colis indésirable et renvoyée à l'agence. L'étape suivante fut une maison de banlieue bien entretenue avec des pelouses impeccables et des placards fermés à clé. Les parents étaient ponctuels avec les règles et l'argent de poche, mais leurs yeux s'attardaient plus sur les chèques d'allocation que sur les enfants qu'ils accueillaient. J'étais une ligne sur leur budget mensuel, une autre bouche à nourrir qui leur rapportait de l'argent. Leur sourire n'atteignait jamais leurs yeux, et j'ai cessé de m'attendre à ce qu'ils le fassent. Durant ces années, ma stratégie est devenue la survie par l'effacement. Je me repliais dans les coins, remplissais des cahiers de devoirs soignés et évitais de demander quoi que ce soit au-delà du strict nécessaire. Les professeurs me félicitaient pour mon assiduité, mais aucun d'eux ne voyait que mon silence n'était pas de la discipline, mais une défense. La seule qui semblait le remarquer était mon assistante sociale, Elena Torres. Elle arrivait chaque mois avec son porte-bloc et un regard perçant qui ne manquait rien. « Tu es brillante, Céline », m'a-t-elle dit un jour, en se penchant sur la table du bureau de l'agence. « Mais tu te caches derrière ces notes. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment. Et pourtant, une partie de moi se demandait ce qu'elle voyait que les autres ne voyaient pas. Une question qui a persisté alors qu'elle commençait à mentionner un homme nommé James Calder. Elena m'a parlé de lui un après-midi gris au bureau de l'agence. « Il s'appelle Jameson Calder », dit-elle en tapotant son stylo contre le dossier qu'elle portait. Il vit juste à l'extérieur de Portland, dans une maison trop grande pour un seul homme. Il a 62 ans, il est veuf, sans enfant. Il veut redevenir famille d'accueil. J'ai hoché la tête, impassible. J'avais déjà entendu des promesses de ce genre. Une semaine plus tard, j'étais assise, raide, dans la voiture d'Elena alors que nous empruntions une allée bordée d'arbres qui menait à une maison de style craftsman avec de larges avant-toits et un porche profond. James Calder attendait déjà, appuyé contre la rampe avec une patience qui semblait exercée. Il était grand et mince, ses cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, ses yeux d'un bleu pâle qui ont rencontré les miens sans forcer un sourire. Au lieu de cela, il a dit, « Vous devez être Céline. J'espérais vous rencontrer. » Il ne m'a pas demandé de jouer un rôle. Il n'a pas énuméré les règles de la maison. Au lieu de cela, il m'a fait visiter les pièces, des parquets cirés avec soin, des étagères remplies de livres, une odeur légèrement herbacée qui mijotait dans la cuisine. Quand il a ouvert la porte de la chambre qui pourrait être la mienne, il a simplement dit « Je n'ai pas peint. » Je me suis dit que vous voudriez peut-être choisir les couleurs vous-même. Personne ne m'avait jamais demandé cela auparavant. Dans les semaines qui ont suivi, je l'ai testé par le silence. Il a répondu par sa présence. Quand les cauchemars me réveillaient en sursaut, je le trouvais attendant devant ma porte avec un chocolat chaud. Quand je peinais sur mes devoirs, il s'asseyait à côté de moi jusqu'à ce que les problèmes aient un sens. Un samedi, je l'ai trouvé dans le garage en train de mesurer des planches de bois. « Une bibliothèque », a-t-il expliqué. « J'ai pensé que tes livres méritaient une vraie maison. » Ce sont les petites choses qui ont commencé à démanteler mes défenses, la façon dont il accrochait mes dessins d'école sur le réfrigérateur, la façon dont il ne pressait jamais mes mots quand j'osais enfin les prononcer. À 11 ans, j'ai appris ce qu'était la constance. Le jour où le tribunal a finalisé l'adoption, Elena a souri lorsque le juge a déclaré mon nouveau nom, Céline Calder. Je tenais les papiers dans mes mains, mais c'est le hochement de tête silencieux de James qui m'a ancré. Pour la première fois, la permanence semblait possible, et le poids de l'appartenance s'est posé sur moi comme une couverture dont je ne savais pas que j'avais besoin. James avait une façon de m'ouvrir le monde sans que cela ressemble à une leçon. Un samedi, il nous a conduits dans les collines de l'Ouest, et nous avons arpenté les grandes salles du Pitoc Mansion. Il m'a montré les lignes des escaliers, l'équilibre des fenêtres, la manière dont la lumière semblait nous suivre de pièce en pièce.
Un autre week-end, il m'a emmené en ville au Keller Fountain Park, où l'eau cascadait sur des marches en béton, une création à la fois naturelle et construite. L'architecture, m'a-t-il dit, ce ne sont pas seulement des murs. C'est façonner ce que les gens ressentent à l'intérieur d'un espace. Ces voyages ont semé quelque chose en moi. J'ai commencé à dessiner dans des carnets, pas seulement des maisons, mais des quartiers entiers, inventant des moyens de les rendre plus chaleureux, plus sûrs, plus vivants. James m'a acheté des crayons et du papier millimétré, sans jamais se demander si j'étais sérieuse. Il m'a simplement encouragée, comme s'il savait déjà où cela mènerait. Le lycée m'a mise à l'épreuve de différentes manières. Je portais encore en moi l'instinct de disparaître, mais j'ai lentement appris à tenir bon. Zoé Ramirez a fait irruption dans ma vie en seconde, se glissant sur le siège à côté de moi à la bibliothèque et annonçant que nous serions partenaires pour un projet d'histoire. Elle était confiante, franche, impossible à ignorer, et d'une manière ou d'une autre, elle a décidé que je valais la peine d'être connue. Et contre ma propre prudence, je l'ai laissé rester. Pour la première fois, j'avais quelqu'un de mon âge qui me posait des questions sur moi, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. La thérapie a aussi aidé. Le bureau du docteur Alice Monroe était rempli de livres et de fauteuils moelleux, un endroit où le silence n'était pas puni. Elle m'a guidée à travers les années que j'essayais d'enterrer, me rappelant que le rejet de mes parents en disait plus sur leurs limites que sur les miennes. Lentement, j'ai commencé à la croire. En terminale, l'impossible s'est produit, une lettre du programme d'architecture de l'université Cornell. Acceptation imprimée en lettres grasses. James l'a encadrée et l'a accrochée dans le salon, racontant à tous ceux qui venaient nous rendre visite que sa fille partait pour New York. Pour la première fois, le mot « avenir » ne m'effrayait pas. Il me semblait être quelque chose que j'avais déjà commencé à construire. Au début de la trentaine, j'avais trouvé mon rythme. Mes créations n'étaient plus seulement des croquis dans des carnets, mais des structures qui s'élevaient à travers Portland, des centres communautaires avec des murs de verre et des cours où les voisins se rassemblaient. Les récompenses sont arrivées, des articles dans les journaux locaux et des invitations à prendre la parole lors de conférences. Pourtant, chaque accomplissement semblait incomplet si je ne pouvais pas le partager avec James. Il restait mon ancre, assis au premier rang lors des inaugurations, sa fierté constante et silencieuse. C'est lors d'une de ces célébrations que j'ai remarqué le changement. Il applaudissait, mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard, au dîner, il a poussé la nourriture dans son assiette, son appétit disparut. Quand je lui ai posé la question, il a balayé mes inquiétudes d'une blague sur l'âge qui le rattrapait. Quelques semaines plus tard, la vérité est tombée comme un coup de tonnerre, cancer du pancréas en phase 4. Le diagnostic m'a anéanti, mais James semblait presque calme. Nous ne pouvons pas choisir la longueur de la route, dit-il doucement, seulement la manière de la parcourir. Il a refusé les traitements agressifs qui lui voleraient le peu de temps qui lui restait. Au lieu de cela, il a choisi la maison, et j'ai choisi de prendre soin de lui. Notre maison est devenue un lieu de journée mesurée. Les matins étaient remplis d'horaires de médicaments et de thé dans la véranda. Les après-midi, nous revisitions les albums photos, ces histoires tissant le passé en quelque chose que je pourrais emporter avec moi. Le soir, lorsque la douleur était la plus forte, je m'asseyais à ses côtés et lisais à haute voix, ma voix remplissant le silence qui m'effrayait en enfant, mais qui me semblait maintenant une protection. Même si son corps s'affaiblissait, son esprit restait vif. Il me posait des questions sur mes projets, m'exhortait à continuer de construire, me rappelait que mon travail comptait. Une nuit tranquille, alors que la pluie tapotait contre les fenêtres, il a pris ma main. Sa voix était à peine un murmure, mais les mots se sont gravés en moi. Construis quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Je suis restée avec lui jusqu'à la toute fin, tenant sa main alors que sa respiration ralentissait, lui disant qu'il m'avait donné plus que n'importe quel plan n'aurait jamais pu le faire. Quand le silence est finalement venu, c'était comme si le monde avait basculé. Pourtant, sous le chagrin, il y avait une pulsation constante de résolution, le début d'une promesse que je devrais tenir. Les semaines qui ont suivi le décès de James se sont confondues dans un brouillard de condoléances et de formalités administratives. Je traversais tout cela comme sous l'eau, chaque pas ralenti par le deuil. Lorsque l'avocat m'a convoqué à son bureau,
je ne m'attendais qu'à des formalités, sa maison, ses économies, peut-être quelques effets personnels. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le chiffre écrit à l'encre noire sur le testament. James m'avait tout légué, sa modeste maison, ses investissements, les restes de l'entreprise qu'il avait vendue des années auparavant. Au total, cela s'élevait à plus de 27 millions de dollars. Pendant un long moment, j'ai fixé le chiffre, incapable de le concilier avec l'homme qui préférait les chemises en flanelle et les vieux gants de jardinage. Il n'avait jamais vécu dans le luxe. Ses joies se trouvaient dans les livres, les dîners tranquilles et ma compagnie. Apprendre qu'il avait porté ce genre de richesse tout ce temps m'a fait réaliser à quel point j'avais peu compris l'ampleur de ses sacrifices. Il avait épargné, investi et protégé. Et maintenant, il me confiait tout cela. La nouvelle s'est répandue rapidement. En quelques jours, les journaux locaux ont publié l'histoire, une architecte hérite de la fortune Calder. Mon visage, tiré du site web d'une entreprise, est apparu à côté de titres que je n'avais jamais demandés. Des collègues m'ont offert des félicitations qui sonnaient maladroites. Des inconnus me traitaient comme une curiosité et des connaissances laissaient entrevoir de nouvelles opportunités qui semblaient soudainement souillées. La nuit, je restais éveillé dans la maison silencieuse. Les murs étaient plus lourds sans la présence de James. La richesse n'adoucissait pas la perte. Elle l'aiguisait. L'argent ressemblait moins à un cadeau qu'à une responsabilité, un poids me pressant de prouver que j'étais digne de ce qu'il avait bâti. Un soir, je me suis promené dans son bureau, passant mes doigts sur les dos des livres que nous avions lus ensemble. La fortune était sa dernière leçon. J'ai réalisé qu'il ne m'avait pas laissé de l'argent à dépenser. Il m'avait laissé les moyens de continuer à construire, d'honorer la promesse que j'avais faite à son chevet. C'est alors que la sonnette a retenti, son écho tranchant à travers la maison, me projetant dans un chapitre que je n'avais pas anticipé. 3 mois après les gros titres, je commençais à retrouver un rythme. Je partageais mon temps entre le travail et le tri des affaires de James, mettant en carton ce qui pouvait être donné, gardant les pièces qui sentaient encore légèrement son odeur. La maison était plus silencieuse que jamais, mais j'apprenais à respirer dans son silence. Un après-midi pluvieux, la sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai vu un homme d'une 60aine d'années, bien habillé, mais usé par la vie. Quand j'ai entrouvert la porte, il a prononcé un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. « C'est moi, ton père, Nathaniel Ward. » L'air m'a manqué. Il paraissait plus petit que le géant dont je me souvenais, sa silhouette avachie, son visage profondément ridé. Pourtant, l'arrogance persistait dans la façon dont il a tenté de me dépasser pour entrer dans la maison. Derrière lui se tenait un homme plus jeune en costume, une mallette à la main. Nathaniel a offert un sourire répété. « Je te cherche depuis des années », a-t-il prétendu. Quand j'ai lu pour ton héritage, j'ai su qu'il était enfin temps de réparer les choses. Je ne les ai pas invités à entrer. Je l'ai laissé parler sur le porche, ses mots déferlant sur les regrets, les erreurs, et sur le fait que la famille devrait pardonner. L'avocat s'est raclé la gorge et a parlé de réconciliation et d'héritage partagé. Mes mains se sont crispées sur le cadre de la porte en l'écoutant. Ce n'était pas du remords. C'était de la stratégie. Cette nuit-là, j'ai appelé un détective privé. Si Nathaniel était réapparu après des décennies de silence, je voulais la vérité. Une semaine plus tard, le rapport est arrivé sur mon bureau. Des dettes de jeu accumulées. Saisie immobilière de sa dernière maison, emplois abandonnés, ponts brûlés. Mes frères, les fils qu'il avait emprisés, étaient tous deux en froid avec lui. L'un avait coupé les ponts des années auparavant après d'incessantes demandes financières. L'autre ne lui avait pas parlé depuis l'université. Le tableau était complet. Ce n'était pas un homme revenant pour renouer des liens. C'était un homme attiré par l'odeur de l'argent, et pour la première fois depuis mon enfance, je n'ai ressenti aucun besoin de mendier son approbation. Quand son avocat a de nouveau appelé pour demander une réunion, j'ai accepté, non pas pour me réconcilier, mais pour l'affronter. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence impeccable au cabinet de mon avocat, en ville. Nathaniel est arrivé en retard, se pavanant comme si ce retard devait prouver son importance. Son avocat a posé une mallette usée,
et Nathaniel s'est penché en arrière sur sa chaise avec l'air d'un homme convaincu de détenir le dessus. Tu as bien réussi, a-t-il commencé, sa voix portant la même rudesse dont je me souvenais de mon enfance. Mais les liens du sang comptent pour quelque chose. Cette fortune fait partie de mon héritage, que tu l'admettes ou non. Je l'ai laissé parler, observant comment il habillait ses exigences de mots comme « famille » et « patrimoine ». Puis j'ai fait glisser le rapport du détective sur la table. Des pages de dettes, de saisies et de projets échoués se sont étalées entre nous. Vous avez renoncé à tout droit sur moi le jour où vous avez signé ces papiers, ai-je dit d'un ton égal. Vous ne m'avez jamais cherché jusqu'à ce que l'argent entre en jeu. Je ne vous dois rien. Son sourire a vacillé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur du désespoir derrière sa performance. Alors c'est tout? Tu vas tourner le dos à ton propre père? Je vous offrirai une chose, ai-je répondu. Le financement d'une cure de désintoxication, rien de plus. Si vous voulez un avenir, ce ne sera pas grâce à moi. Ce sera en obtenant de l'aide. L'avocat s'est agité, mal à l'aise, sentant que la réunion avait échoué. Le visage de Nathaniel s'est durci, mais il n'a rien dit de plus. En me levant pour partir, j'ai ressenti l'étrange légèreté qui vient de la fermeture d'une porte qui n'aurait jamais dû être ouverte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email d'Andrew, mon deuxième frère. Il avait lu l'article sur l'héritage et reconnu mon nom. Ses mots étaient hésitants mais sincères, s'excusant d'être resté silencieux quand nous étions enfants, de ne pas m'avoir protégé quand il aurait dû. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café, prudent mais consentant, le premier pas timide vers un lien resté inachevé. C'était un rappel que certaines portes, prudemment ouvertes, pouvaient encore mener quelque part où il valait la peine de marcher. L'idée est venue lentement au début, comme une graine perçant le sol. Avec la disparition de James et un héritage plus lourd que je ne pouvais le porter seul, je savais que cet argent devait signifier plus que ma propre stabilité. Il devait être transformé en quelque chose qui honorerait l'homme qui m'avait choisi quand personne d'autre ne l'avait fait. C'est ainsi qu'est née la Fondation Calder pour l'avenir des familles. Nous avons construit le premier projet à Portland, 20 logements abordables pour les jeunes adultes sortant du système de placement familial, avec un centre communautaire au rez-de-chaussée et des services de conseil sur place. J'ai parcouru les couloirs avant l'inauguration, passant mes mains sur les murs fraîchement peints, me souvenant des nuits passées dans les foyers, désespérant d'une permanence. Maintenant, il y avait un endroit conçu pour donner aux autres l'appartenance qui m'avait été refusée. Le jour de l'inauguration, je me tenais sur le podium, la presse rassemblée, mon nom encore nouveau pour eux, mais la mission déjà vivante en moi. J'ai parlé de James, de la vie qu'il avait construite pour moi et de la promesse que j'avais faite de la faire perdurer. La famille, ce n'est pas le sang, ai-je dit à la foule, la voix assurée. C'est un choix, un engagement et de l'amour. Et lorsque nous nous choisissons les uns les autres, nous construisons quelque chose de plus fort qu'un héritage. Nous construisons un avenir. Alors que le ruban tombait et que les applaudissements montaient autour de moi, j'ai touché le pendentif en forme de clé en argent que James m'avait donné des années auparavant. Il s'est réchauffé dans ma main, n'étant plus seulement le symbole d'une maison qu'il m'avait ouverte, mais des vies qui s'ouvraient maintenant pour d'autres. Quand la fortune et la liberté finissent par tomber entre vos mains, quel avenir choisirez-vous de construire, et pour qui ?